Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, et vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de questions, donc je vous remercie. On va y répondre aujourd'hui. J'ai fait une petite sélection, j'ai très hâte d'y répondre. Mais voilà, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que je me sens pas au top de ma forme. Je suis désolée de commencer la vidéo comme ça, mais c'était important quand même de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma tête là actuellement. Alors je me suis assise au bord de la rivière, donc je fais attention qu'il n'y ait pas d'eau parce que là littéralement il y a juste un endroit qui est au sec. Regardez ça, à tout moment il y a l'eau qui monte et ça mouille le cul. Bon, c'est pas très grave. Enfin bref, je voulais vous parler de ça parce que j'ai besoin d'avoir votre avis et je me demande si c'est déjà arrivé à d'autres personnes ou pas. Mais en fait je suis tombée malade, j'ai eu une mastite. Bon, je vais pas expliquer ce que c'est, ceux qui connaissent connaissent. Ça m'a mis à plat pendant 2 jours. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais en fait il s'est passé un truc trop bizarre. Hier j'étais ultra déprimée, mais vraiment depuis le réveil j'avais aucune émotion, genre j'étais complètement à plat émotionnellement parlant. Et c'est très bizarre parce que bon, je pense que vous me connaissez, je suis très joyeuse comme personne, un rien peut me rendre heureuse. Il suffit que le ciel soit beau, il suffit que je vois un papillon, une jolie fleur ou un truc comme ça. Vraiment un rien me rend contente dans la vie et c'est super cool. Mais voilà, hier c'était pas du tout le cas. Ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas compris pourquoi. Et en fait en me renseignant un petit peu, apparemment quand on a une infection, genre le corps prend cher, il fait tout pour survivre en gros. Et une fois que l'infection est guérie, que vous vous sentez mieux physiquement, apparemment il y a un crash au niveau émotionnel, une espèce de déprime post-infection. Donc voilà, je me demandais, est-ce que vous aussi, ça vous a déjà fait ça? Genre vous êtes malade et le jour où ça va mieux, et ben vous vous sentez mal psychologiquement. Bref, vous avez vu, je suis dans un endroit qui est magnifique et je me suis dit, vas-y, hier j'étais pas trop en forme et tout. J'ai envie d'aller dans un endroit qui me fait plaisir et qui vous ferait plaisir à vous aussi. Ça se trouve dans la périphérie de Tokyo, vous connaissez peut-être. C'est un endroit qui est assez connu pour les gens qui vivent ici et qui aiment bien faire de la randonnée. Nous nous trouvons au mont Takao. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, CyberGhost VPN. C'est l'un des meilleurs VPN du marché avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note presque parfaite sur Trustpilot qui comptabilise plus de 20 000 avis. C'est très simple à utiliser et très utile au quotidien. En gros, ça vous permet de changer virtuellement votre localisation. Donc même si vous êtes en France, vous pouvez vous connecter aux États-Unis, au Japon ou dans n'importe quel autre pays. Et ça c'est génial parce que ça vous permet de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime, et donc d'avoir accès à un catalogue qui est beaucoup plus étoffé que ce que vous avez de base. Mais CyberGhost VPN, ce n'est pas que pour le divertissement, c'est aussi pour la sécurité, parce qu'on a tendance à croire que le mode incognito suffit, alors que non, pas du tout. Que ce soit votre fournisseur d'accès internet, votre école, votre entreprise, en fait n'importe qui peut avoir accès très facilement à vos données en ligne. Avec CyberGhost, tout votre trafic est chiffré et redirigé vers des serveurs qui sont ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est rapide, efficace et personne ne peut savoir ce que vous faites, même pas eux. D'ailleurs, petite info qui pourra en aider plus d'un, je sais qu'en France vous avez certains contenus pour adultes qui sont inaccessibles, et bien sachez qu'avec CyberGhost VPN vous pourrez y accéder sans problème. En plus c'est compatible avec tous les appareils, que ce soit iPhone, Android, Mac, Windows, et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, donc vous pouvez partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis, voilà, c'est trop pratique. Et en ce moment, avec mon lien qui est en description, vous pourrez bénéficier de l'offre exceptionnelle de 83% de réduction et de 4 mois gratuits, donc surtout n'hésitez pas. En plus vous avez une garantie de 45 jours et un service client qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc vraiment vous n'avez aucun risque. Voilà, c'est un super produit que je vous recommande et en vous inscrivant avec le lien, vous m'aidez aussi à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser la chaîne et nous on retourne à la vidéo. J'ai pris le métro pour venir ici, je suis sortie à la station Takao Sanguchi. Donc là on se trouve vraiment au pied du mont, vous voyez forcément il y a la rivière et tout ici. Donc je vous propose qu'au fur et à mesure de la vidéo, on monte un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Ah oui, je précise aussi quand même, j'ai pas choisi cet endroit par hasard. Comme c'est l'automne en ce moment, là on entre dans le pic du moment où c'est super beau ici, où on va pouvoir voir les feuilles rouges. Il est encore un petit peu tôt dans la saison, donc c'est pas dit que ce soit tout rouge. Je suis à bout de souffle, c'est abusé. Mais voilà, on commence déjà à voir quelques couleurs par-ci par-là. J'ai hâte de voir si en haut ce sera un petit peu plus rouge ou pas. Je sais pas si vous entendez autour de moi, mais il y a plein de gens avec des clochettes parce qu'en ce moment c'est la psychose au Japon à cause des ours. Il y a des attaques d'ours tous les jours, donc voilà, les gens quand ils vont en montagne ils font attention, ils
mettre des clochettes. Bon, ce qui est cool au Mont Takao, c'est que vous pouvez vous arrêter avant la montée, avant de faire la randonnée. Il y a une petite rue avec plein de cafés, plein de restaurants qui sont trop bons, qui ont l'air trop bons en tout cas. Moi, c'est la première fois que je m'y arrête. En fait, j'ai craqué, j'ai fait ma victime là parce que j'ai vu qu'ils faisaient en ce moment un café au marron. Ça a l'air tellement bon, un café latte au marron. Alors qu'à la base, je voulais juste manger un repas normal, histoire de me remplir un petit peu le ventre vu qu'il est déjà midi passé. Mais écoutez, on va se contenter d'un bon café latte au marron. Je me suis posée ici, comme ça on pourra répondre aux premières questions. C'est très sucré. Honnêtement, j'en avais un petit peu besoin là, donc ça fait du bien. Mais pour l'instant, je sens pas trop le goût du marron. Je sens beaucoup le goût du caramel. En tout cas, ça réchauffe, ça fait du bien. Sur ce, je vous propose qu'on réponde à la toute première question de cette FAQ de Julie qui demande: as-tu un job de rêve? Alors franchement, c'est un peu compliqué de répondre à cette question facilement pour moi parce qu'en fait, j'ai plein de jobs de rêve. Genre, j'ai vraiment plein de métiers que j'ai envie de faire. Je n'ai pas genre juste un où ça serait vraiment mon rêve ultime. J'en ai vraiment plein. Un de mes rêves, ça serait d'être photographe parce que j'aime la photo depuis que je suis petite, depuis mon début d'adolescence, on va dire. Je me souviens que je m'étais acheté ma première caméra à 14-15 ans et j'allais faire des photos d'urbex à cette époque. J'allais dans les lieux abandonnés à Marseille pour faire des photos. Et au fur et à mesure des années, parce que je me suis toujours intéressée à ce milieu-là, j'ai vu qu'il y avait des urbexeurs qui commençaient à sortir des livres de photos, que ça marchait bien. Je me suis dit, waouh, la chance. Franchement, ça doit vraiment être un job de rêve. Vous voyagez dans le monde entier pour aller faire des photos de lieux abandonnés. Franchement, trop bien. Donc ça serait un de mes jobs de rêve, mais il y en a plein d'autres que j'aimerais beaucoup faire. Mais alors là, vous allez peut-être me juger et me dire que je suis bizarre. J'aimerais bien essayer, en tout cas, peut-être une fois pour voir si vraiment ça me plaît ou pas. Mais les nettoyeurs de l'extrême, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est les gens qui vont dans les appartements, dans les maisons où il y a eu, par exemple, des gens avec le syndrome de Diogène ou d'autres choses un petit peu plus sombres comme des personnes qui sont décédées, etc. Et donc forcément, il faut nettoyer derrière. Et c'est un job en fait qui a tellement de sens. Ça peut tellement aider des personnes, des familles entières. C'est tellement utile en fait et pas ultra connu comme travail que ça, c'est un truc que j'aimerais trop faire un jour dans ma vie. Bon, vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, mais comme je vais changer de visa là, ça va être possible pour moi de faire ce genre de travail. Je vais pas vous faire la liste entière de tous les jobs de rêve que j'ai envie de faire, mais vraiment, je vous assure, il y en a plein. En fait, j'ai envie de tout essayer. Il y a tout qui m'intéresse. Mais je suis déjà super contente de faire le travail que je fais actuellement, c'est-à-dire de travailler sur YouTube. C'est un job de rêve que je pensais pas être capable de faire un jour. Et ça tombe bien parce que je vais pouvoir justement passer à la prochaine question qui concerne un petit peu ça. De Vic qui demande: as-tu déjà eu le sentiment de ne pas être légitime à faire quelque chose? Être maman, youtubeuse? Oui. oui. Maman, pas du tout. Ça, je me suis sentie légitime en fait dès que j'ai accouché. Dès que ma fille est née, je me suis sentie maman et j'ai jamais eu aucun doute là-dessus depuis le début. Quand j'étais enceinte, j'arrivais pas encore trop à me projeter dans la maternité, à me dire que j'allais vraiment avoir un bébé et tout. Mais dès que j'ai eu mon bébé dans les bras, j'ai jamais eu aucun doute à partir de ce moment-là. Pour YouTube, par contre, là, je vous avoue que c'est vrai que je me sens pas ultra légitime. J'arrive pas encore à dire que je suis youtubeuse. C'est un peu difficile d'expliquer ce sentiment-là, mais c'est vrai que, bon, vous savez, moi aujourd'hui, j'ai 31. J'ai 31 ou 32? J'ai 31 ans, je crois. Je suis née en 94, oui, j'ai 31 ans. Et donc, avant de faire YouTube, ça fait que 1 an que je fais ça. Je faisais des travails un petit peu plus classiques, donc c'est-à-dire RH, dans les ressources humaines. Voilà, vous pouvez pas avoir plus classique comme genre de travail, genre en bureau. J'ai travaillé dans le service client aussi. À Paris, j'ai fait des petits jobs, genre travailler dans des piscines, à Decathlon. Viens au rayon vélo pour ton papa. Voilà, des travails qui sont tout à fait classiques. Youtubeur, c'est vrai que ça sort complètement de l'ordinaire. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que je me sens pas ultra légitime parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai jamais eu d'emploi qui était créatif à proprement parler avant ça, avant d'être youtubeuse. Donc, c'est un changement qui est assez conséquent. Et pourquoi ça touche à mon sentiment de légitimité? Quand vous avez un travail plus classique et que vous devez effectuer des tâches et que, par exemple, il y a une mission que vous devez faire et que la mission, elle échoue, et ben, c'est pas de votre faute, genre, c'est comme ça. Moi, quand je sors une vidéo et vous savez, sur la chaîne, je parle beaucoup de choses personnelles, de choses qui me concernent directement, de ma vie, etc. Et donc, quand il y a une vidéo qui fonctionne pas bien, alors que c'est une vidéo qui me tenait à cœur, toutes les vidéos de ma chaîne me tiennent à cœur. Mais par exemple, quand je fais des voyages, une des vidéos qui avait bidé, c'était le voyage à Okinawa ou le voyage à Hokkaido. Et c'est des vidéos que j'adore faire. Mais voilà, quand je vois qu'elles bident, je me remets directement en question. Là, c'est pas une mission qui a échoué, c'est moi qui a échoué, vous voyez. Il y a souvent un sentiment d'échec qui est présent. Ça, je
je le vis plus du coup au niveau personnel qu'au niveau professionnel, malheureusement. Une autre chose aussi qui est à prendre en compte, je pense, nous on vit au Japon, on est très éloigné de tout ce qui est secteur de l'influence. Les personnes qui font de la création, qui vivent à Paris, font beaucoup d'événements où ils se rencontrent, il y a énormément d'événements, de rencontres, etc. entre créateurs. Et nous, on n'a pas du tout accès à ça en vivant au Japon. C'est vrai que le fait de pas du tout fréquenter d'autres créateurs, je me sens un petit peu isolée et pas trop légitime aussi parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont amis entre eux, etc. Et moi, je me sens complètement à part de ça. Donc voilà, Vic, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors maintenant, on a une question de All Kind of Girls 1, 2, 3. Avant de te marier, t'as beaucoup papillonné avec un petit emoji démoniaque. Pour répondre à cette question-là, on va bouger d'endroit parce que je vous avoue que je suis pas ultra à l'aise là actuellement parce qu'il y a énormément de passages, que ce soit derrière moi ou à côté de moi. J'ai pas envie qu'on m'entende, donc je vais aller m'isoler dans un endroit et on va répondre à ça calmement. Je pense que j'ai trouvé un endroit plutôt sympa pour répondre à ta question. Par contre, il y a du monde de partout. C'était impossible de trouver un endroit où je pouvais être un minimum isolée. Donc tant pis, on va espérer qu'il n'y ait pas de Français qui passent par là. Wait for it. Bonjour. Bon voilà, adorable, trop gentil. Bref, du coup, pour répondre à ta question, non, j'ai pas tant papillonné que ça. Il faut savoir que moi j'ai pratiquement toujours été en couple. Les moments où j'étais célibataire, j'avais pas spécialement envie d'aller à droite à gauche, de papillonner, voilà, j'avais pas envie. Et puis quand j'étais en couple, je restais fidèle, donc j'allais pas à droite à gauche non plus. J'ai eu quand même des relations assez longues avant d'être avec Mitsu. Par exemple, quand j'étais à Paris, je suis restée 5 ans avec mon ex. Je suis plus le type à avoir des relations longues quand même et à être fidèle. Attention, je veux pas faire d'amalgame. C'est pas parce qu'on papillonne qu'on n'est pas fidèle. Je sais que quand on est célibataire et tout, on fait ce qu'on veut. Je sais qu'il y a des couples aussi qui sont ouverts et qui ont le droit d'aller à droite à gauche, tout ça. Enfin bref, j'ai pas énormément d'ex non plus. Ça se compte sur les 10 doigts de la main, on va dire. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. C'était un petit peu fouillis. Mais voilà, on va passer à la question suivante de Alexide9794. Bonjour à vous deux. En tant que couple, je trouve que vous dégagez une belle complicité. Je me demandais si la parentalité avait mis ça à l'épreuve ou si au contraire elle l'avait renforcé. En me projetant moi-même sur cette étape, j'ai un peu peur que l'arrivée d'un enfant fasse passer le couple au second plan et qu'on ait moins de temps l'un pour l'autre, moins de complicité. Est-ce que ça a été votre cas aussi? Déjà, merci beaucoup pour ta question. Je trouve aussi qu'on est très complices avec Mitsu et la parentalité n'a pas du tout affecté cet aspect-là de notre couple. En fait, je pense que effectivement ça nous a renforcé. Enfin, c'est compliqué à dire parce que moi je suis tombée enceinte assez vite, donc on était en couple depuis seulement 9 mois. Et en fait, depuis le début, tous les deux, on savait qu'on était faits l'un pour l'autre et qu'on allait rester ensemble. Donc que ça arrive vite ou non, la grossesse, c'était bienvenu dans tous les cas. Donc notre couple était fort à la base et il est resté fort après les années, après la parentalité, etc. Donc je dirais que non, ça n'a pas affecté la force de notre couple. Mais ça a quand même affecté quelques aspects dont tu parles justement dans ta question. Quand tu dis que l'arrivée d'un enfant, ça fait passer le couple au second plan, totalement. Notamment les premiers mois, hein, on va pas se mentir. Quand il y a un enfant qui arrive dans le couple, ça devient le centre de l'attention. En tout cas, moi, en tant que maman, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour Mitsu, c'est peut-être différent, mais moi, c'était le cas. Forcément, comme c'est devenu tout mon monde, cette petite fille, le couple passe au second plan à ce moment-là. Après, je sais que ça dépend de chaque couple. Tout le monde vit sa parentalité de manière différente. Mais nous, comme on était au Japon, on est éloignés de notre famille, etc., il n'y a eu aucun moment où on a pu, par exemple, faire une soirée tous les deux, aller au restaurant un soir que tous les deux, ou aller au cinéma, se faire une soirée, tout ça. Non, c'est pas possible parce qu'on n'a personne pour garder la petite, on fait confiance à personne à part nos parents pour la garder, comme ils sont pas là, voilà. Donc oui, ça a affecté notre couple par rapport à ça, dans le sens où on a beaucoup moins de temps où on est que tous les deux à profiter de tous les deux, parce qu'en soi, avec Mitsu, comme on travaille depuis la maison, on est tout le temps ensemble la journée, on est toujours très proches l'un de l'autre, mais c'est pas du temps qui est consacré au couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est du temps qui est consacré au travail, du temps qui est consacré à notre enfant quand elle est pas à la crèche. Donc oui, c'est vrai que le couple passe
à côté. Mais après, c'est important quand même de rappeler que ça dure pas longtemps. C'est que les premières années où vous êtes un petit peu la tête sous l'eau, où votre enfant a le plus besoin de vous, où vous devez être à 100% avec lui tout le temps. Et après, petit à petit, ils deviennent plus autonomes. Forcément, ils commencent à aller jouer tout seuls dans leur chambre, à vouloir tout faire tout seul en fait. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous retrouverez un peu plus de moments pour votre couple. Moi, personnellement, je le vis pas mal du tout. Encore une fois, je parle de moi, de mon ressenti. Peut-être que Mitsu, lui, il le vit différemment. Je vais pas parler à sa place. Mais voilà, moi, je me dis que pour l'instant, c'est normal. J'en souffre pas du tout de mon côté. Il y a toujours autant d'amour entre nous, toujours énormément d'amour. Moi, je fais confiance à notre couple et je sais que malgré ça, qui est une étape naturelle en fait, qui est une étape normale dans notre couple, je pense que ça va aller et que c'est pas un problème en soi. Voilà, c'est juste une étape dans notre vie de couple. Et je sais que ça évoluera après. Et je m'imagine dans 20 ans, quand Minnie aura pris toute son autonomie, qu'elle vivra peut-être plus avec nous et tout à ce moment-là. Voilà, donc je me projette beaucoup dans l'avenir et ça me permet en fait de profiter du temps présent avec elle. Et je sais qu'avec Mitsu, on a encore tout notre temps pour rester ensemble, pour passer des bons moments ensemble. Et encore une fois, c'est déjà le cas. On passe déjà des bons moments ensemble, même si on est beaucoup avec la petite. On aura d'autres moments où on sera que tous les deux. Mais voilà, là pour l'instant, on profite d'être tous les trois. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, ça chamboule énormément de choses dans le couple. Donc si le couple est fragile à la base, je pense qu'il y a des possibilités que ça le brise, malheureusement. Mais si vous êtes un couple qui est fort, qui est fusionnel de base, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Et maintenant, on va répondre à la question qui reste un petit peu dans le même thème de Street Day Life. Est-ce que vous pensez avoir un deuxième enfant et si oui, quand? Alors ça, c'est la question à chaque fois. Je suis obligée d'y répondre dans les FAQ parce que c'est la question que tout le monde se pose. Oui, on aimerait bien avoir un deuxième enfant. Quand? Je sais pas, mais bientôt. Minnie, elle commence à grandir, elle commence à devenir de plus en plus autonome et je me dis de plus en plus que j'ai envie d'avoir ce deuxième enfant. J'ai pas de date exacte. On n'a pas prévu avec Mitsu de se dire tiens, l'année prochaine, en novembre, on aimerait bien avoir notre deuxième bébé, vous voyez. Je sais pas si c'est vraiment des choses qui se prévoient comme ça. Là, en tout cas, ça commence à devenir le bon moment pour accueillir ce deuxième enfant. On commence déjà petit à petit à lui faire sa place dans notre tête. Moi, je m'imagine déjà comment m'organiser avec un deuxième enfant. Je vous avoue que ça me fait quand même extrêmement peur. C'était le mois dernier. J'ai cru que j'étais enceinte. C'était pas le cas. Mais voilà, j'ai eu un petit retard et tout. Et je me suis dit, oh là là, ça y est, je suis enceinte. Et en fait, j'ai paniqué de fou. Je me suis dit que j'étais pas prête, que Minnie, elle était encore trop petite, que ça allait être trop dur et tout. Surtout que je venais de quitter mon travail. Là, je me lance à temps plein sur YouTube et tout. Donc, c'était pas trop le moment idéal. Et donc, ouais, ça m'a fait vachement peur. Je me suis dit, en fait, non, c'est pas le moment. Et puis, en fait, quand je me suis rendu compte que j'étais pas enceinte, j'étais un petit peu déçue, je vous avoue. Y a rien. T'es déçue. Non, je suis pas. Ma chérie, elle est déçue. Je suis pas déçue. Certes, j'avais peur, mais en fait, au fond de moi, je crois que j'avais envie d'être enceinte. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Il y aura un deuxième enfant, certainement. En tout cas, si on peut, on va le faire. On va passer à la prochaine question de Madeleine 47 392. Coucou, comment est le sommeil de votre fille et comment l'avez-vous appréhendé? L'appréhension, je pense que tous les futurs parents l'ont parce que, en fait, il y a tellement cette idée comme quoi les bébés, ça dort pas, vous dormez pas pendant les 2-3 premières années de vie de votre enfant et c'est horrible et vous avez des cernes de 3 km et tout ça. Écoutez, pour ma part, en tout cas, c'était plutôt une bonne surprise parce que franchement, je n'ai pas tant souffert que ça. Les 3 premiers mois, certes, c'est difficile parce que vous devez vous lever la nuit, clairement. Peut-être, moi, je me souviens, je devais me lever peut-être 2 fois par nuit à peu près, plus la journée, mais en fait, c'était pas dérangeant dans le sens où j'étais en congé parental à l'époque, donc je pouvais très bien dormir la nuit comme la journée en même temps que mon bébé. Et je sais que ça, c'est le conseil qui énerve tout le monde, mais souvent on dit t'as qu'à dormir quand le bébé dort, mais moi c'est ce que je faisais et franchement ça a trop bien marché. J'étais pas spécialement fatiguée à l'époque, j'arrivais à trouver plein de moments pour me reposer avec mon bébé et tout, mais par contre c'était mon premier enfant, donc je me dis au deuxième, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que vous avez du coup 2 enfants à gérer. Je me dis devoir gérer une petite fille qui continue à se réveiller et à téter la nuit, plus un nouveau-né qui va se réveiller plusieurs fois par nuit parce que c'est normal, là ça doit être vraiment dur. Allez, on va répondre à la dernière question qui concerne la maternité de Niamou Camille. Quelle est la nouvelle vision de ton corps post-maternité? Question d'une complexée, bisous. Déjà, désolée que tu sois complexée, je comprends, franchement, je pense que c'est
le cas de la majorité des jeunes mamans qui viennent d'avoir un enfant, qui ont un nouveau corps, parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais le corps, pas pour tout le monde, mais le corps peut changer drastiquement après avoir eu un enfant. Moi, ça a été mon cas, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Et je te rejoins sur le fait d'être complexée, parce que moi aussi j'ai des complexes par rapport à ça. Déjà, il y a eu la prise de poids. C'est vrai que par rapport à mon poids d'avant grossesse, j'ai quand même pris quelques kilos, mais bon, ça, je pense que c'est naturel, c'est normal. Mais c'est vrai qu'au niveau de la vision du corps, c'est un petit peu compliqué. Moi, je pense que ce qui me complexe le plus, c'est ma peau qui s'est étirée. Et du coup, j'ai des vergetures sur le ventre et sur la poitrine aussi. Et encore, les vergetures, c'est pas ce qui me dérange le plus, c'est que c'est devenu très élastique en fait. D'un côté, je me dis, j'ai de la chance d'avoir de la peau, j'ai de la chance d'être vivante et d'avoir cette peau qui est en bonne santé et qui me sert à vivre, quoi, tout simplement dans mon corps. Voilà où j'en suis aussi actuellement. Je compatis totalement avec tes complexes et je souhaite bon courage à toutes les mamans qui sont concernées par ça. Essoufflée, écoutez, on est presque arrivé au top du Mont Takao. C'est la première fois que je vais aussi haut, parce que la première fois que j'étais venue, j'étais avec la petite, donc j'avais la poussette. Et il faut savoir que c'est un lieu qui est accessible en poussette, donc ça c'est vraiment très très cool. Mais c'est pas accessible partout non plus, et c'est un petit peu galère quand même d'aller jusqu'au sommet. J'avais plus le mot. Donc voilà, écoutez, ça me fait plaisir de pouvoir enfin monter ce mont jusqu'en haut. Bon écoutez, on va continuer à répondre aux questions. Hein. Franchement, je suis pas sûre de bien lire ton blaze. Gok Nuluge, comment as-tu vécu gérer la dépression de Mitsu? C'est une question que je trouve, ma foi, très intéressante. J'ai demandé la permission à Mitsu avant si je pouvais en parler ou pas, parce que forcément j'ai pas envie de parler d'une chose aussi intime qui le concerne sans avoir son accord. C'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Il faut savoir qu'en fait Mitsu, il prend énormément sur lui. Il a tendance à complètement cacher cet aspect de lui-même. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un aspect, parce que c'est une maladie en soi. C'est pas propre à une personne, mais il le montre pas du tout à la maison, il le montre pas du tout, enfin encore moins quand on est à l'extérieur. Vraiment, il sait très très bien cacher cette maladie, ce qui fait que moi j'ai pas spécialement de difficultés avec ça, j'ai pas du mal à le vivre. C'est un peu dur de dire ça parce que forcément quand vous savez que l'amour de votre vie est malade et qu'il souffre tous les jours, tout le temps, c'est quelque chose qui est lourd à porter, c'est difficile et moi ça me fait beaucoup de peine évidemment. Pour n'importe quelle maladie en fait, quand vous avez un proche qui est atteint, c'est jamais facile à vivre. Si vous avez un minimum de cœur, en tout cas, ça vous touche forcément. Vous savez, en début de vidéo, je vous parlais justement du fait que hier, je me sentais super mal psychologiquement. Je me suis dit, mais le pauvre, en fait, s'il est comme ça tous les jours, tout le temps, c'est infernal, c'est trop dur à vivre. Donc, je sais, je suis consciente qu'il a cette souffrance-là et je le comprends, mais il me le fait pas subir au quotidien. Ça me fait de la peine parce que je me dis que justement il garde tout ça pour lui, justement pour pas que nous, donc nous, Mini et moi, on le subisse. Voilà comment je vis et gère la situation, j'ai rien à gérer en fait, c'est lui qui fait tout. Alors attendez, parce que là je suis vraiment sombre, on parle d'un sujet sombre et je deviens sombre. D'ailleurs ça arrive assez souvent qu'on me fasse la remarque de franchement bravo, parce que c'est pas facile d'avoir un conjoint qui a une dépression, c'est une proche aidante, etc. Sauf que moi je ne le vis pas du tout comme ça, et à chaque fois qu'on me dit ça, en fait ça me choque un petit peu parce que j'ai pas du tout l'impression d'être de le soigner, d'être son infirmière ou quoi que ce soit, genre vraiment pas. Donc voilà comment je gère actuellement sa dépression. Encore une fois, j'ai rien à gérer, je suis juste là, je suis présente et c'est tout quoi. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, j'espère que je vous ai pas mis dans un mood trop bizarre. On va répondre à la question suivante de Nelosama. Coucou, j'espère que vous allez bien, as-tu réussi à te faire de vraies amitiés au Japon? La fameuse question, est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis japonais? Et la réponse est non, pas vraiment. Des connaissances, oui. Des follow sur Instagram, etc. Oui, bien sûr. Des personnes que je croise tous les jours, à qui je dis bonjour, il y en a. Mais ça va pas plus loin que ça. J'ai pas vraiment d'amitié forte avec des japonais aujourd'hui. Attendez, il y a un énorme insecte, faut que j'aille voir ce que c'est. Regardez, c'est un petit scarabée. Je me suis dit que j'allais vous le montrer parce qu'il est tout mignon. Oh! Revenons à nos moutons. Je vais me trouver des excuses, le fait de pas me faire des amis japonais. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand je suis arrivée au Japon, moi je me suis surtout entourée de personnes anglophones, d'amis qui venaient de l'étranger, du monde entier, et c'était super cool d'ailleurs. Mais il faut savoir que c'était des fréquentations surtout de l'époque où je sortais beaucoup la nuit, donc des amis avec qui on se voyait que le soir, la nuit dans Shibuya et tout. Enfin voilà, on faisait la fête et tout, c'était très cool. Mais maintenant que je me suis mariée, que j'ai eu un enfant, je ne sors plus du tout la nuit. C'est vrai que
que quand vous devenez jeune parent, c'est très facile de s'isoler. Ça devient plus difficile de faire de nouvelles amitiés, que ce soit avec des Français ou avec des Japonais, peu importe. C'est difficile de créer de nouvelles amitiés avec des gens. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans un moment où j'ai plus mes amis de quand j'étais étudiante. Je suis devenue maman. J'ai quelques amis francophones ici au Japon avec qui je suis assez proche quand même. Mais voilà, ça s'arrête là et j'ai du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Je pense pas vraiment que ce soit à cause de la barrière, de la culture ou de la langue. Je pense juste qu'en fait, je ne crée pas les occasions pour rencontrer des nouvelles personnes. Je suis pratiquement sûre que dans le futur, j'arriverai à créer des amitiés avec des nouvelles personnes ici, avec des Japonais, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Mitsu a plein d'amis japonais, donc j'attends encore de les rencontrer pour justement pouvoir peut-être créer des amitiés avec eux. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, non, c'est pas vraiment le cas. Alors ensuite, il y a RayX158 qui nous pose la question: quelle est la chose la plus difficile dans la vie quotidienne au Japon? J'ai l'impression d'avoir eu un accent bizarre en posant la question. Il y a plusieurs choses qui sont très difficiles. Je pense que le truc bateau que tout le monde répondra, c'est la famille qui vous manque, la famille qui est en France, que vous pouvez pas voir tous les jours. Ça, c'est un des aspects les plus difficiles, je pense, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver ici. Même si après quelques années, on commence quand même à s'habituer à ce manque-là. Au début, c'est quand même beaucoup plus difficile. Après, on prend l'habitude. Mais bref, voilà. Ça, c'est le truc bateau. Il y a d'autres choses qui sont assez compliquées au quotidien. Moi, je dirais, à part ça, c'est la pression qu'on a constante par rapport à notre visa, par rapport à notre statut d'immigré ici au Japon. On a toujours cette épée Damoclès au-dessus de notre tête. On ne sait pas si notre visa va être reconduit ou si on va devoir quitter le pays. On est toujours dans l'incertitude en fait, et ça, je pense que c'est le plus pesant. Je pense aux profils comme Mitsu qui sont là depuis 13-14 ans et qui ont dû enchaîner des visas de 1 an tout le temps, retourner à l'immigration tous les ans et tout. Franchement, je vous assure, c'est ultra stressant en fait. C'est un stress qu'on a au quotidien. On peut rien y faire, on peut pas le changer et ça, c'est chiant, c'est frustrant. Donc ça, en dehors de la famille qui nous manque, je pense que c'est la chose la plus difficile quand on vit au Japon. En tout cas, on a hâte d'avoir un statut qui nous permet de rester autant qu'on veut ici, vraiment. Je me suis déplacée un petit peu plus par terre, enfin littéralement par terre, parce que j'avais envie. Il y a Dongoyave qui nous pose la question suivante: vous pensez rester toute votre vie au Japon? Et encore une fois, ça rejoint la question précédente. C'est difficile de prendre cette décision parce que déjà on est immigré ici, on dépend d'un visa. Comme je vous ai dit, on est sûr de rien. Est-ce qu'on va devoir quitter le Japon du jour au lendemain? C'est un petit peu sensationnaliste peut-être de dire ça, ce sera pas le cas, mais en tout cas on n'est pas assuré de pouvoir rester ici dans les années à venir. Donc c'est difficile pour nous de se projeter. Évidemment, Mitsu et moi, on est passionnés par ce pays. C'est vraiment, depuis qu'on est tout petit, on vit pour ce pays-là. On est trop heureux et fiers d'avoir réussi à s'installer ici au Japon depuis de nombreuses années maintenant. On sait qu'on est fait pour vivre ici et qu'on adore notre vie au Japon. Tous les deux, on se voit pas du tout rentrer en France. Non pas que le pays soit nul ou quoi que ce soit, c'est juste que on se sent trop bien là où on est actuellement. C'est notre place et on échangerait ça pour rien au monde en fait. On s'est déjà posé la question de savoir si est-ce que ça serait pas bien d'immigrer dans un autre pays, genre au Canada, en Suède, mais je pense que notre place elle est ici et si on en a la possibilité, oui, on aimerait bien y rester toute notre vie. Est-ce qu'on pourra? Ça, je sais pas. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et il y a Michi5414 qui nous dit: bonjour Fanny, toi qui vis au Japon, pourquoi baser ta micro-entreprise en France qui est très taxée plutôt qu'au Japon? Mais oui, du coup, vu que je compte faire ma vie ici, pourquoi ne pas ouvrir mon entreprise ici, n'est-ce pas? Alors il y a plusieurs raisons à ça. J'ai pas vraiment eu le choix déjà parce que forcément, même si je suis immigrée ici au Japon, j'ai quand même toujours la nationalité française et donc pour moi c'est beaucoup plus facile d'ouvrir une entreprise en France quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que quand c'est votre nationalité ça se fait facilement. Pour ouvrir une entreprise au Japon, il faut que j'ai un visa qui me l'autorise, et quand j'ai commencé ma chaîne YouTube j'étais encore sous visa travail, ce qui fait que j'ai l'interdiction tout simplement d'ouvrir une entreprise ici au Japon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer en statut freelance, vu que maintenant je vais dépendre du visa de Mitsu, je vais avoir la possibilité de faire ça. Donc c'est à peu près le statut d'auto-entrepreneur qu'on a en France. C'est assez similaire. La majorité de mes revenus, je les ferai passer au Japon plutôt qu'en France, mais je tiens quand même à garder mon entreprise en France pour plusieurs raisons. Déjà, ça reste ma nationalité. J'ai quand même un petit côté rassurant d'avoir mon entreprise en France. Je peux garder mes papiers français, ma carte vitale, etc. Et je peux garder un statut actif en France. Au cas où un jour je dois rentrer en urgence, on ne sait pas. C'est bien quand même, je pense, d'avoir cette sécurité. Mais effectivement, comme tu le disais, c'est très taxé. C'est-à-dire que même avec mon statut d'auto-entrepreneur, on me prend à peu près 28 à 30% de tous les revenus que je gagne. Donc c'est
énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est encore pire pour les entreprises normales qui sont autour de 40% voire plus pour certaines. Donc voilà, je vous avoue que c'est pas avantageux du tout pour moi de garder mon auto-entreprise en France, surtout que je profite pas du tout de ce qu'on peut profiter quand on paye des impôts en France, c'est-à-dire de l'hôpital, des frais de santé gratuits, donc de la carte vitale, du chômage, etc. Ça, moi je ne touche aucune aide de la France, rien du tout, et je pourrais pas de toute façon parce que je vis pas sur place. Donc ça c'est un côté qui est un petit peu frustrant, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors ensuite il y a Petit Biscuit, j'aime trop ton blaze, qui me demande: tes photos sont toujours magnifiques, as-tu suivi une formation spéciale pour? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Moi je trouve pas que mes photos soient spécialement magnifiques, je trouve qu'elles sont assez basiques. Je te remercie, franchement ça me touche trop parce que j'adore la photographie, j'adore prendre des photos. À chaque fois j'aime bien trouver le bon angle et tout, le truc qui rendra bien. Dès que je vois un truc qui me tape à l'œil, un truc que je trouve beau, je le prends en photo direct, que ce soit avec mon iPhone, enfin clairement avec mon iPhone, en fait c'est toujours avec mon iPhone. Du coup pour répondre à ta question, non j'ai pas suivi de formation spéciale du tout. J'arriverai jamais à me considérer comme photographe ou quoi que ce soit parce que je sais pas bien maîtriser l'appareil. Mais par contre c'est vrai que j'adore l'aspect de prendre des photos, comme je l'ai dit, de faire des jolies photos quoi, tout simplement. Peut-être que ça serait bien que je suive une formation, je pense que ça pourrait être intéressant, surtout que j'ai une caméra avec laquelle je filme actuellement. Je pourrais faire des très jolies photos avec, c'est le Lumix S9 et il fait des super belles photos. Et à chaque fois je me dis mais pourquoi j'utilise pas pour faire des photos, c'est trop bien en vrai. J'ai cette caméra là, pourquoi j'utilise pas? Donc je pense que je vais faire en sorte, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps libre, de l'utiliser un peu plus pour la photographie. Bon, on est presque au top, donc je vous propose qu'on bouge et qu'on y aille. En plus, il commence à faire frisquer un petit peu, donc on va pas rester trop longtemps en haut non plus. Et voilà, ça y est, nous sommes enfin arrivés au sommet du mont Takao. Et regardez, je suis trop contente, on voit les momijis. Les érables ont rougi ici. C'est encore un petit peu trop tôt pour que ce soit vraiment tout rouge en bas pendant la promenade. On est encore début mi-novembre, donc bon, c'est normal, c'est trop tôt. En fait, si vous venez ici, moi je vous conseille de venir entre mi-novembre et mi-décembre. Là, vous verrez des couleurs vraiment magnifiques. Alors, nous avons une question de Manon Northman. Question qui pourrait être considérée comme un petit peu négative, mais ce n'est pas le but. Si tu n'avais pas rencontré ton mari et eu un enfant ensemble, serais-tu resté au Japon par choix ou aurais-tu préféré retourner en France à un moment ou à un autre, bien voyager ailleurs? Merci pour tes vidéos, elles sont tellement apaisantes avec ta douce voix. Merci, c'est adorable. Alors, il y a un monde où je serais potentiellement rentrée en France parce que juste au moment où j'ai rencontré Mitsugi, j'étais justement dans un moment d'hésitation parce que à l'époque, je vivais avec ma grande sœur au Japon, elle est restée 1 an et demi ici et en fait, elle avait pris la décision de rentrer en France parce que voilà, elle voulait rentrer dans son pays. Et aussi à l'époque, ça faisait quelques mois que je m'étais séparée de mon ex, donc il n'y a pas grand chose qui me retenait au Japon à part mon travail, j'avais fini mes études aussi. Donc ouais, j'étais un petit peu dans un moment où je me posais la question, est-ce que je vais rentrer en France aussi avec ma sœur ou est-ce que je reste seule ici? Le futur est incertain, je sais pas trop ce que je vais faire, mais voilà, j'ai rencontré Mitsu pile pendant ce moment d'hésitation et en fait le fait de voir à quel point il était amoureux de ce pays, à quel point il aimait le Japon et tout, ça m'a moi aussi redonné envie de rester ici en fait. Donc je pense que grâce à Mitsu, j'ai pas trop eu la tentation de rentrer en France et dans tous les cas, parce que tu me posais la question aussi de si je voulais potentiellement aller dans un autre pays ou quoi si j'avais pas été dans ma situation aujourd'hui, ben je pense pas parce que en fait moi ma vie je l'ai dédiée au Japon. J'ai fait mes études, ma licence, mon master en me spécialisant sur le Japon justement parce que je suis passionnée par ce pays-là et pas un autre. Et donc non, je pense pas que j'aurais aimé habiter dans un autre pays. Je pense pas non plus que j'aurais kiffé rentrer en France. Et de toute façon, si j'étais rentrée en France, je pense que je serais restée dans tous les cas en relation avec le Japon. Donc j'aurais fait un travail certainement à Paris en relation avec le Japon, donc que ce soit à la traduction ou dans des espaces culturels, je pense. Et je pense aussi très sincèrement qu'un jour ou l'autre, j'aurais eu envie de revenir ici. Donc même si j'étais pas mariée à Mitsu aujourd'hui et que j'avais pas d'enfant ici, je pense que je serais restée au Japon, ouais, dans tous les cas. Et vous savez, même pour vous dire, hein, avant de rencontrer Mitsu, j'étais pas rentrée en France depuis 3 ans et ça me manquait pas spécialement. J'étais contente de rentrer au bout de 3 ans pour voir ma famille et tout, mais après, genre, ça me manquait pas plus que ça non plus de le pays. J'avais pas trop le mal du pays. Et même au contraire, en fait, en allant en vacances en France, à chaque fois que je vais en vacances en France, ça me conforte dans l'idée de tout faire pour rester au Japon. C'est vrai que je me sens beaucoup plus à ma place ici. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et écoutez,
c'est déjà la dernière question. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais j'en ai quand même sélectionné beaucoup. De Blanche d'Est. J'ai trouvé cette question très rigolote, c'est pour ça que je voulais garder pour la fin. Une question 100% idiote. Le tiroir à couvert, du coup, il est full rempli de baguettes. Et bien, voilà à quoi ressemble notre tiroir. Il y a des couverts, comme on a en France, mais il y a aussi beaucoup de baguettes et beaucoup de bordel, d'ustensiles de cuisine. Et regardez ça, c'est trop mignon. C'est les baguettes qu'on utilise pour apprendre aux enfants à manger avec les baguettes, justement. Voilà, c'était une question un petit peu plus légère pour finir cette FAQ en beauté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai adoré monter le Mont Takao avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi. Il y avait beaucoup de monde, franchement, je m'y attendais pas. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est un lieu qui est quand même très touristique. Donc voilà, forcément, il fallait s'y attendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me poser d'autres questions en commentaire. Je pourrais peut-être y répondre. Je tiens à remercier encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en ce moment il y a une offre exceptionnelle, je vous mets le lien en description si jamais l'offre vous intéresse. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.